Destination Francophonie vous emmène en Équateur. Entre la Colombie et le Pérou, l'Équateur s'étend du Pacifique à l'Amazonie en enjambant la cordillère des Andes. Malgré sa petite taille, le pays offre une diversité étonnante de paysages et de cultures. Dans ce pays, au cœur de l'Amérique latine, la francophonie n'est pas absente. C'est même la deuxième langue étrangère enseignée dans les écoles derrière l'anglais. L'Équateur compte aussi un réseau de 5 alliances françaises dans les principales villes du pays qui font vivre la langue et la culture française tout en fédérant de grandes communautés de francophones. Je vous propose de découvrir 3 grandes villes d'Équateur, très différentes les unes des autres. Pour m'accompagner dans ce voyage, je serai avec 3 personnalités équatoriennes qui chacune vont me faire découvrir leur ville en français. Pour commencer ce voyage en francophonie, il fallait absolument le faire ici, au milieu du monde, la mitad del mundo, comme on dit en espagnol, car c'est sur cette ligne que se sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud de notre planète. Alors quel rapport avec la francophonie, vous allez me dire? Eh bien c'est ici qu'en 1736, la mission géodésique française menée par Charles-Marie de la Condamine a mesuré la forme de la Terre, l'arc de l'Équateur qui a donné le nom au pays tout entier. Vous voyez, il y a une histoire ancienne avec la francophonie dans ce pays, mais je vous propose d'aller à la rencontre d'Équatoriens d'aujourd'hui qui vont vous faire découvrir en français leur culture, leur tradition et ce lien étonnant qu'ils ont avec la langue française. La première étape de notre voyage, c'est Quito, la capitale de l'Équateur. La capitale de l'Équateur culmine à 2800 mètres d'altitude et s'étire tout en longueur dans une vallée entourée de collines verdoyantes. Pour découvrir la ville, j'ai rendez-vous avec un artiste francophone, Nelson Roman. Il a consacré 60 ans de sa vie à la peinture, à la gravure et à la sculpture. Au début des années 70, il a reçu le prix de Paris, attribué par l'ambassade de France en Équateur à de jeunes artistes. Il suit des cours d'art décoratif à Nice et à Marseille et revient dans son pays avec une francophilie chevillée au cœur. Lauréat de nombreux prix à travers le monde, il continue de créer et de faire connaître ses œuvres dans la galerie qu'il a fondée avec sa fille, l'Œil du Jaguar. Je le retrouve sur la place du Théâtre National, où se trouvaient également les anciens locaux de l'Alliance française. Bonjour Nelson. Bonjour, comment vas-tu? Ben, ça va. On a un peu de mal à respirer à Quito, on est très en altitude. Hein. 2800 mètres, alors nous aussi. Toi aussi, tu as du mal à respirer. Pourquoi cette ville, elle est chère à ton cœur? Quito, c'est... On se trouve les grands baroques, par exemple, les centres historiques les mieux préservés de toute l'Amérique. Et aussi pour faire mes études à Beaux-Arts. Et donc là, on est au centre de Quito, le théâtre et l'Alliance française. Et l'Alliance en face, c'était en face. Et l'école des Beaux-Arts se trouvait tout près d'ici. Donc ta vie Voilà, de francophone, d'artiste, elle est ici. Et voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Et pour ça que ça reste pas toujours. Hein. Tu me montres l'Alliance française? Oui, d'accord. Je te vais montrer. Là, c'est le théâtre. La place du théâtre. Le théâtre. Aussi. Alors c'est ici qu'était l'Alliance française. Oui, c'était le lieu de l'Alliance française. Pourquoi c'était important pour toi l'Alliance française ici à Quito? D'abord parce que j'ai été très intéressé pour apprendre le français. Et après, j'ai gagné le prix de Paris. Alors, j'ai gagné le prix de Paris, que c'était la bourse pour aller en France à étudier. J'ai étudié à Nice. Et alors, ça a changé ma vie. J'ai dit, il faut que les jeunes gens, étudient notre langue et de préférence le français. Fondée en 1953, l'Alliance française de Quito est la plus ancienne des 5 alliances françaises en Équateur. Ces nouveaux locaux ont été imaginés par un collectif d'architectes équatoriens qui a remporté de nombreux prix. En presque 70 ans, l'Alliance française a formé aux Français des générations de francophones dans la capitale et continue d'être une actrice incontournable pour la promotion de la culture française et équatorienne dans tout le pays. Et ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte jusqu'au ciel. Lors de notre déambulation dans la ville, Nelson me raconte ses premiers pas dans le monde de la francophonie, mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est de me faire découvrir sa ville.
dans cette maison, ce lieu, c'est Bolivar qui a dansé. dansé avec une dame quiteña, une belle dame. L'indépendance était en marche. Voilà, c'est ça. Regarde le chef d'œuvre du baroque quiteño. C'est l'église de la compagnie. Elle est très très belle cette église. Alors regarde, il y a un mélange de styles. Les moriscos, les classiques, toute la géométrie c'est morisca. Il y a aussi de toute la marque qu'elle sait, la marque religieuse indienne. C'est-à-dire tu peux trouver des soleils, de la lune, des maïs, comme ça. Donc c'est un lieu de rituel indien ici, là. Ici même. Et ici c'est le syncrétisme, que c'est la marque de la religion indienne. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette église? Il y a une richesse que ça me touche tout le temps. Je pense qu'il faut toujours faire une découverte de quelque chose en plus. Et toujours tu vois quelque chose. Pour toi, c'est une des richesses de Quito, c'est cette église. Oui, cette église, c'est une chef d'œuvre. Incroyable. Tu danses très très bien. Et toi aussi, Samba. Voilà, la Plaza Grande. La Plaza Grande, c'est magnifique. Ici, c'est San Francisco. Le vrai nom de Quito, c'est San Francisco de Quito. C'est l'église des frères franciscains. On va monter jusqu'à là-haut, au Panecillo. Là-haut? Tu m'as pas menti, Nelson, on a vraiment Quito à nos pieds. Voilà, le Panecillo, Javirac, le temple du soleil. Et alors voilà, tu regardes, il y a le centre de la ville, après le centre nord, et après sa colline, la dernière, ça continue. Ça continue très loin. Voilà. J'ai fait un tableau, Quito comme un poisson. Parce que c'était long, un peu long comme un poisson. Tu es un amoureux de ta ville. J'aime la variété, j'aime beaucoup les gens. J'aime les tours parce qu'il y a beaucoup de migrations qui viennent de différentes provinces et ça les fait en richesse extraordinaire. Tu es aussi un amoureux de la langue française. Qu'est-ce qu'elle représente cette langue pour toi? Tous les rêves des gens, les peintres, les artistes allaient à Paris. Alors c'était arriver à faire réalité un rêve. Si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Lumière. Lumière. Oh, ça va bien. Avec toi et avec ton œuvre. Merci. Merci de m'avoir fait découvrir cette belle ville de Quito. Merci, merci Nelson. Pour la deuxième étape de mon voyage dans les villes d'Équateur, je me rends à Cuenca, au centre du pays. Son centre historique avec ses belles maisons coloniales est classé depuis 1999 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Cuenca a aussi un lien historique avec la France. L'Alliance française et l'Office de tourisme de la ville ont conçu un guide, la Route française, qui permet de parcourir 17 lieux touristiques de Cuenca caractérisés par la présence française. Pour découvrir cette route, j'ai rendez-vous avec Carmen Moreno, la consul honoraire de France à Cuenca.
Bonjour Carmen. Yvan, bonjour, bienvenue à Cuenca. Eh ben merci. C'est toi qui es à l'initiative de la route française. Oui, en fait, c'est l'ambassade de France, c'est M. François Gauthier qui a eu la magnifique idée de me proposer d'organiser cette route française de Cuenca. Pourquoi il y a une route française à Cuenca? Pourquoi? Parce que Cuenca est marqué par la France. D'ailleurs, Cuenca est considéré en Équateur comme la cité française de l'Équateur. La mission géodésique est arrivée en Équateur et en 1739, ils sont arrivés à Cuenca. C'est quoi la mission géodésique? Bon, la mission géodésique française, c'était la première mission scientifique française et qui sont venus en Équateur pour prouver que la Terre était ronde et aplatie au pôle. Et aussi pour trouver exactement l'endroit où s'est divisé l'hémisphère nord de l'hémisphère sud, donc la ligne équatoriale. En plus, le nom Équateur a été donné par ces missions, parce qu'on ne s'appelait pas Équateur. À l'époque, c'était la Real Audiencia de Quito. Et c'est vous qui nous avez donné le nom de notre pays. La personne qui dirigeait ça, c'était M. Charles de la Condamine. Voilà pourquoi cette rue s'appelle Charles de la Condamine. Ils ont commencé leur médiation au nord de Quito et ils ont fini au sud de Cuenca. Et c'est là qu'ils ont, à la fin, ils ont trouvé voilà, les résultats qu'ils cherchaient. Alors c'est quoi la route française? Nous sommes là, à la calle de la Condamine, et c'est la rue de la Condamine. On continue à la place Saint-Sébastien, on va sur la route principale de la ville qui s'appelle la calle Bolivar. Et vous allez voir vraiment ici, c'est un échantillon magnifique de différents styles. On va faire la place centrale et on finit au musée qui est là. On y va alors? Tu me Bien montres sûr, la, oui, la bien. maison de Charles-Marie de la Condamine? Exactement, Yvan, viens. On y va. Voilà, nous nous trouvons en face de la maison où la mission géodésique française a vécu en 1739. Voilà. Voilà Yvan, la clinique à Bolivar. Ah oui, d'accord. La clinique se trouve sur l'artère principale que c'est la calle Bolivar. Et on a toutes les maisons, les plus importantes, disons, avec tous ces décors français. Donc là, le touriste qui vient ici à Cuenca, il peut prendre son guide et retrouver toutes les maisons Exactement, et c'est écrit en français. Exactement, c'est très facile à suivre et c'est un parcours à peu près qui dure 3 heures. 3 heures. Ouais. Bon, on y va alors. Ouais. Voilà Yvan, c'est ici et tu vas découvrir vraiment un petit trésor. D'accord, je te suis. Je te présente cette magnifique maison qui a été construite en 1907 par M. José Antonio Alvarado. Et c'était un importateur de produits français pour décoratifs. Donc, ce qu'il a fait, c'est créer un catalogue. Sa maison, c'était un catalogue. Voilà. Donc, les gens venaient voir tout ce qu'il proposait. C'était le laiton français, c'était les peintures murales et aussi le papier peint. Donc ils venaient dans cette maison pour choisir des papiers peints pour décorer leur propre intérieur. Exactement. Donc, ce style français, c'est pas simplement, disons, du matériel. Il y a la partie immatérielle aussi. Les personnes qui habitaient là, ils organisaient des soirées parisiennes. Ils avaient le grand piano au salon. Et voilà, et donc ils avaient des idées d'organiser des soirées de poésie française, ou littérature française, musique française. Voilà, la francisation de Cuenca, c'est un échantillon ici, justement, dans cette maison. Quelle est la fonction de cette maison aujourd'hui? Heureusement, la mairie de Cuenca, la municipalité, a acheté cette maison et grâce à ça, nous avons toute cette restauration magnifique et fonctionne la biennale municipale de peinture. Voilà, Yvan, une autre maison magnifique s'appelle la maison de Coco, construite en 1890 pour la femme la plus fortunée de la ville. Carmen, pourquoi elle s'appelle la maison del Coco? Ernesto Moscoso, qui se faisait appeler Coco, Moscoso, il a acheté en 1980 cette maison et maintenant il fonctionne ici le bureau de la Fondation de Tourisme de Cuenca. Alors Carmen, voilà le salon français. Le salon français complètement décoré avec du laiton français. Et Madame Astudillo, elle a voulu avoir cette pièce comme ça. Donc en plus, elle avait le privilège d'avoir la messe tous les jours ici. Et quand elle est morte, elle a laissé cette magnifique maison en héritage à la diocèse de la ville.
Pour la dernière étape de notre promenade, Carmen me propose de passer au musée archéologique bâti sur un ancien site inca. Elle me présente l'exposition sur les missions géodésiques françaises qui ont continué jusqu'au début du XXe siècle. Monsieur de la Condamine, Louis Gaudin. C'est dans les jardins du musée que j'ai voulu en savoir plus sur sa relation avec sa ville et la langue française. Cuenca a une vraie histoire avec la France, avec la francophonie, mais quelle est la place aujourd'hui de la francophonie à Cuenca? Moi, je crois que c'est plus important qu'avant. Nous avons une école française, un lycée français, et en 1966 se fonde l'Alliance française. Moi-même, je suis un produit de l'Alliance française. Je suis orgueilleuse de le dire. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 11 ans. J'ai une fascination pour cette langue, pour la culture. J'ai été présidente de l'Alliance française pendant 6 ans. Et on a organisé, entre autres choses, la fête de la musique. Et maintenant, la fête de la musique organisée par l'Alliance française à Cuenca est la meilleure fête de la musique en Équateur. Et c'est pour ça qu'il y a une présence française tout le temps on parle de l'Alliance française. Ce n'est pas simplement l'enseignement de la langue, c'est sa présence dans l'agenda culturel de Cuenca. Que représente Cuenca pour les Équatoriens? Bon, disons, Cuenca, c'est une ville qui est vraiment très aimée par les Équatoriens, étant donné que nous avons gardé le style que nous avons hérité d'Espagne, et bien sûr avec tout ce qu'on a de la présence française. Donc c'est une ville qui attire l'attention, pas simplement des Équatoriens, mais aussi des étrangers. C'est important donc d'avoir cette route française. Exactement. Je crois que la route française a ouvert une porte différente à l'offre touristique en montrant ce que ça a été cette histoire d'amour entre Cuenca et la France. Carmen, si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Amour. Amour. L'amour. Voilà, ça représente ça pour moi. Après avoir visité Quito, la capitale, et Cuenca, l'une des plus belles villes du pays, direction le Pacifique. Je vous emmène à Guayaquil, c'est le pôle économique de l'Équateur. J'ai rendez-vous avec William Herrera, c'est le président de l'Université des Arts. Il va nous faire visiter en français la deuxième ville du pays. Au bord du fleuve Guayas, Guayaquil est la plus grande ville du sud de l'Équateur. C'est véritablement la capitale économique du pays où l'on vit toute l'année dans une douce chaleur tropicale. La langue et la culture française y sont portées par l'Alliance française, qui fédère une communauté de francophones passionnés. William Herrera est l'un d'entre eux. Le recteur de l'Université des Arts de Guayaquil a fait une partie de ses études en France où il a vécu 13 ans. Il est revenu en Équateur avec un amour du français et une volonté d'ouvrir son université sur l'international. Pour visiter Guayaquil, William m'a donné rendez-vous devant son université située en plein cœur de la ville. Bonjour William. Salut Yvan, ça va? Ouais, ça va. Bienvenue. Bah, merci. Et là, tu m'accueilles devant ton université, l'Université des Arts, en plein cœur de la ville. Oui, c'est l'université qui a été créée il y a 7 ans environ. C'est un des symboles de la ville, de la nouvelle ville, une ville qui pense beaucoup à l'art, à l'éducation, à la culture. Pourtant, Guayaquil est connu pour être un pôle économique de l'Équateur. Oui, historiquement, Guayaquil était un port, un des principaux ports de la côte pacifique, mais il y a eu toujours, surtout tout au long du XXe siècle, un rapport très fort à la littérature, à la musique. Et maintenant, avec l'université, elle s'ouvre à d'autres expressions artistiques. J'ai entendu parler d'un petit bijou de l'Université des Arts, c'est lequel? D'après moi, le petit bijou, c'est la Bibliothèque des Arts. Et j'aimerais bien vous la montrer, parce que là, on avait plein de trésors qui ont un rapport avec la mémoire de la ville et aussi de l'Équateur entier. On y va? Oui, bien sûr. C'est parti. C'est une grande ville quand même, Guayaquil. Oui, c'est la plus grande ville de l'Équateur, la Bibliothèque des Arts. C'est majestueux comme escalier. Bon, ici, au départ, c'était une banque. Aux années 60, c'était le Banco de Descuento. Et depuis 5 ans, ça fonctionne comme la Bibliothèque des Arts. La educación pública en artes es un derecho. Oui, l'éducation publique en art est en droit, c'est ce qu'on fait tous les jours à l'Université des Arts, étant une université publique. Une banque qui devient une bibliothèque des arts, c'est quand même assez original. Le siège d'une banque devenu une bibliothèque des arts dans une ville qui manque de bibliothèques est vraiment un fait historique pour nous. Ok. Ah oui, on voit encore les traces d'un coffre-fort. Oui, on a gardé ces éléments de la banque quand elle existait et ce sont maintenant des espaces consacrés à l'éducation, aux arts et à la culture. Donc les livres les plus précieux, William, ils sont cachés derrière. Ils ne sont pas là, ils sont justement à côté. Je vais te les montrer maintenant. D'accord.
Quand on était en train de penser à cette nouvelle bibliothèque, on cherchait des références un peu partout dans le monde. Et une des principales références était la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. D'accord, donc une bibliothèque ouverte pour tout public. Oui, et qui fonctionne en plus comme un centre culturel. Tu as les livres et la programmation culturelle aussi. Alors William, il est où le trésor? Le trésor de l'Université des Arts est justement ici. Ah d'accord. Il est bien gardé, hein? Il est très bien gardé. Ah oui, il y a des grosses portes, hein? Oui, depuis la période de la banque, qui nous permet de garder ce trésor qui est le journal. Le trésor de la bibliothèque, c'est plus d'un siècle d'archives du Télégrapho, l'un des grands quotidiens équatoriens qui relate l'histoire du pays et son ouverture sur le monde. Acte 122. Je te propose d'aller à la rue Panama, D'accord. où se trouve le nouveau quartier culturel de Guayaquil. C'est où? C'est justement par là. D'accord, on y va. Ah ouais, on a Guayaquil à nos pieds. C'est ça, les principaux Avec un monument monuments, touristique. endroits touristiques, c'est ça. Ça, William, c'est le vieux Guayaquil. C'est des images de l'ancien Guayaquil, comme c'était avant, une ville avec des maisons en bois. Ouais. Et maintenant, tu vois comment ça a Ça a changé. bien changé quand même. Ça a beaucoup changé. Et ici, c'est un nouveau bâtiment de l'université. aussi très majestueux aussi, hein. Toujours plein centre-ville de Guayaquil. Une petite cafétéria. Oui. Bien sympa. Ah, des croissants. Qui font penser à Paris. C'est ta petite nostalgie à toi? Oui, toujours le petit croissant, un petit café. Ça me fait penser Et on est à Paris. C'est ça. Tu as une photo du Guayaquil ancien, une photo qui fait partie de l'archive historique du journal El Telégrafo. Et c'est ici, maintenant se trouve ce bâtiment de l'Université des Arts, justement là. Et que tu vois, Guayaquil, toujours une ville avec beaucoup de mouvements, plein de mouvements associés au commerce. Et les gens, ils ont tous des chapeaux, des Panamas. Oui, bon, tu vois, les gens très bien habillés. Et le Panama, je ne sais pas si tout le monde le sait, est équatorien. Ah bon? Le Panama est équatorien. Le Panama est fait en Équateur, il était toujours exporté par le Panama, c'est pour ça qu'on l'appelle le Panama. Mais le Panama est équatorien, le Panama équatorien. Ça, il faut le dire. Il faut toujours le dire. Ah oui, William, le quartier a bien changé depuis la photo. Le quartier a beaucoup changé, maintenant c'est le quartier financier, le grand bâtiment, toujours beaucoup de mouvements. Bon, les gens n'ont plus de Panama. Il n'y a plus le Panama, mais on a toujours maintenant le principal monument de la ville, la rotonde. D'accord. Et je vais t'y amener maintenant. D'accord, super. Et voici la rotonde, le principal monument de Guayaquil, de la ville, et où tu trouves la rencontre entre Simón Bolívar et José de San Martín, deux personnages très importants des mouvements d'indépendance d'Amérique du Sud. Pourquoi il est si important pour les habitants de Guayaquil, ce monument? Bon, d'abord parce que c'est une rencontre historique. Elle fait lien avec un mouvement très important de l'Équateur, son indépendance, mais aussi c'est un symbole de l'intégration des pays d'Amérique du Sud. Et là, vous voyez, il y a les drapeaux de tous les pays sud-américains qui ont fait partie de ce mouvement d'indépendance. C'est important pour les Guayaquiliens, les Guayaquiliennes. Les gens viennent se prendre en photo ici. Oui, la rotonde se trouve au cœur du Malecón. C'est le quai qui longe le fleuve Guayas, le principal fleuve de l'Équateur, et qui vous amène jusqu'à l'océan Pacifique. Je sens, William, tu es un vrai amoureux de ta ville de Guayaquil. Oui, c'est la ville où je suis né, c'est la ville où est née ma fille, ma famille aussi. Et c'est la ville où se trouve le projet, un des projets les plus importants, je pense, pour l'Équateur, l'Université des Arts. C'est une ville aussi de contraste. C'est une ville de contraste et tu trouves des gens qui appartiennent à différentes situations socio-économiques. Tu trouves aussi des gens qui appartiennent à différentes cultures. C'est une ville de rencontre finalement. Que représente pour toi l'Équateur finalement? Bon, l'Équateur est un pays d'une grande diversité. C'est un pays où tu trouves des magnifiques plages près de l'océan Pacifique, la cordillère des Andes, l'Amazonie, les îles Galapagos. C'est un pays où on mange très bien aussi, où des gens sont très accueillants et c'est un pays vraiment magnifique pour vivre. Qu'est-ce que la langue française t'a apporté dans ta vie professionnelle, personnelle? Bon, l'accès au français, l'apprentissage du français, ça a changé complètement ma vie. C'est ce qui m'a permis d'arriver à l'Université des Arts, de faire mes études, d'avoir un doctorat. Et ça a complètement changé aussi ma façon mon entourage, les gens que j'ai pu rencontrer ces dernières années. Alors William, si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Je crois que mon mot préféré, c'est coup de cœur. C'est quelque chose qui pour moi renvoie à quelque chose de très intime, de très profond et qui reste avec toi.
Destination Francophonie vous emmène en Équateur. Je poursuis mon voyage en francophonie en Équateur. Dans la première partie de ce voyage, j'ai arpenté les rues de Quito avec l'artiste plasticien francophone Nelson Roman qui m'a dévoilé les richesses de son centre historique qui culmine à 2800 mètres d'altitude. Regarde le chef d'œuvre du baroque quiteño. C'est l'église de la Compagnie. À Cuenca, la consul honoraire de France, Carmen Moreno, m'a proposé une balade sur la route française, une route touristique qui présente l'influence de la France dans l'une des plus belles villes du pays. Et on a toutes les maisons les plus importantes, disons, avec tous ces décors français. Enfin, à Guayaquil, le recteur de l'Université des Arts, William Herrera, un autre parfait francophone, m'a plongé dans la vie bouillonnante de la capitale économique du pays. Des images de l'ancien Guayaquil comme c'était avant, une ville avec des maisons en bois. Pour la suite de cette découverte de l'Équateur, je vais à nouveau traverser le pays pour vous faire découvrir l'une de ses richesses, sa gastronomie. Pour commencer ce voyage au pays des saveurs, je me rends dans une plantation de cacao. On ne le sait pas assez, mais l'Équateur est un grand producteur de cacao. Et vous savez quoi? Le chocolat se fabrique ici en français. Pour vous le prouver, je vous emmène à Quito, la capitale de l'Équateur. On va visiter ensemble une usine, elle s'appelle la República del Cacao. À quelques kilomètres de la capitale se trouve l'usine de production de la República del Cacao. Ce chocolatier est une institution en Équateur. Dans ce pays, la tradition de la culture du cacao remonte au XVIe siècle. À República del Cacao, le français est une langue de travail. Pour comprendre pourquoi, j'ai rendez-vous avec la directrice financière, Paulina Paes, qui avait une partie de ses études en France. Bonjour Paulina. Bonjour Ivan, bienvenue à notre usine de República del Cacao. C'est quoi l'histoire de ton entreprise? Deux frères, les frères Chiriboga, ils sont partis en France et ils rentrent dans une boutique, dans une des meilleures boutiques à Paris, et ils demandent le meilleur chocolat. Et leur surprise a été qu'ils leur ont donné un chocolat avec une origine d'Équateur. Donc ils se sont posé la question, l'Équateur, il y a un des meilleurs cacao du monde et on ne produit pas du chocolat de qualité sur place. Donc ils sont revenus en Équateur pour créer leur usine, pour créer República del Cacao. Tu me montres ton usine? Oui, bien sûr, mais d'abord, on doit s'habiller et se préparer pour rentrer à l'usine. Ça marche. Une fois équipé de ma blouse et de ma Charlotte, c'est parti pour la visite de l'usine. Et ça sent déjà le chocolat. Oui, ça sent très bon. Alors, notre processus de chocolat commence par cette première étape que c'est ici, on a le stockage de matières premières. D'accord. Donc là, par exemple, on peut voir notre cacao qui a été nettoyé, broyé et qu'on va utiliser pour fabriquer notre chocolat. Bon, dans cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la viscosité du produit, la fluidité du produit. Une fois qu'on sait que ça, c'est correct, on va passer à le tempérer. En fait, on va mettre dans cette machine qui va chauffer le produit et on va le refroidir d'un coup pour après le réchauffer et avoir une température parfaite. C'est complexe quand même de faire du chocolat. Oui, c'est pas si simple. Il faut avoir les bonnes qualités de produits pour que ça garde dans le temps et ça garde les saveurs qu'on a besoin. Pourquoi elles ont ces petites formes de pastilles comme ça? Parce que nos clients, qui sont des professionnels, en réalité, ils ont besoin d'une dosification spécifique pour pouvoir transformer et faire leurs produits, des gâteaux, des desserts en fait. Bon, tu sais, moi, voir toutes ces pastilles qui passent comme ça me donne très faim. Puis alors l'odeur, je te dis pas, est-ce que c'est possible de les déguster? Oui, bien sûr, on va passer maintenant faire une dégustation avec Maria Belén. Bienvenue à cette dégustation. On va commencer à goûter le chocolat blanc. Donc, si vous plaît. Merci. C'est un chocolat blanc 31%. C'est un chocolat qui se singularise du goût de la beurre de cacao. C'est aussi un chocolat qui a du lait de la montagne. Il y a des notes frais aussi et des notes crémeux. Il est excellent et tu sais, c'est la première fois que je fais une dégustation de chocolat. Alors là, vous parlez un français merveilleux. Comment ça se fait que República del Cacao soit si francophone?
Oui, alors República del Cacao fait partie d'un groupe français, le groupe Savencia. Donc on partage tous les jours avec eux les savoir-faire, on partage les technologies et puis aussi nos collaborateurs se forment là-bas, se forment en France. En français. En France et en français. Ce soir, j'ai rendez-vous avec une chef équatorienne. Elle s'appelle Alejandra Espinosa. Et elle m'a dit qu'elle me ferait bien un petit dessert au chocolat. Est-ce qu'on pourrait utiliser le chocolat de República del Cacao? Oui, bien sûr. En effet, j'ai un petit cadeau pour elle. Ah. C'est un chocolat noir. Comme ça, elle pourra faire un dessert délicieux. J'en suis sûr. Merci beaucoup. Super. Cette dégustation, j'ai adoré. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. Alejandra Espinosa a étudié à l'Institut Paul Bocuse en France et travaillé avec des grands chefs étoilés. Outre une parfaite connaissance du français, elle est revenue en Équateur avec une expérience qui lui a permis d'ouvrir Somos, l'un des meilleurs restaurants de la capitale. Ce que préfère par-dessus tout Alejandra, c'est de cuisiner avec les produits locaux de son pays et de proposer une gastronomie innovante en repoussant toujours plus loin l'horizon du goût et des saveurs. Bonsoir Alejandra. Bonsoir et bienvenue à Somos. Merci, ravi de te rencontrer. Et je t'apporte directement de l'usine de República del Cacao, le chocolat. Merci beaucoup, c'est mon préféré. Tu me montres une recette à toi avec ce chocolat? Oui, bien sûr. On y va? On y va. Voilà Somos, bienvenue dans mon restaurant. Très chaleureux. On va aller dans la cuisine. Ton domaine. Mon domaine. Alors Alejandra, qu'est-ce que tu vas préparer? Alors je vais préparer un porc avec du chocolat et des épices équatoriennes. Avec du chocolat. Oui, on n'utilise pas beaucoup du chocolat avec du porc, mais ça se marie très bien et on adore le goût. D'accord. Alors il te faut quoi comme ingrédient? On a la graisse du porc qui est très important en Équateur. On a la poitrine du porc et on a un fruit qui s'appelle babaco, qui c'est une combinaison entre la pomme verte et concombre. D'accord. Et bien évidemment, on a les chocolats. Évidemment, le chocolat. Tous les produits de ta cuisine, ils viennent d'Équateur. Tout, absolument tout. Notre objectif, c'est que des locaux et des étrangers connaissent des produits de l'Équateur. Génial. Bon, ben on s'y met alors. Oui, on prend et on met un peu au-dessus. On mange beaucoup de porc en Équateur parce que c'est très accessible. Parce que la viande de bœuf, c'est vraiment un luxe pour les Équatoriens. Ça sent bon. Alejandra, ce que tu es en train de faire là. Donc là, on va réchauffer notre sauce au chocolat. Okay. Et ce que je vais faire, c'est rajouter un peu de jus de viande, le jus de cuisson de la viande. Du coup, ça va lui donner tout le goût. Dès que on commence à avoir des petites bulles, on sait qu'il bon. faut s'arrêter. Donc là, on va plate notre assiette. Ok. On va mettre une ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met la sauce toujours un peu pour les clients. Et on sert un peu de sauce à côté pour qu'ils puissent mettre plus au-dessus du porc. Là, on va mettre les babacos. Toujours quand on a une sauce au chocolat, on veut mettre quelque chose d'acide et fruité pour équilibrer tous les parfums. Et là, pour finir notre plat, on va mettre de la poudre d'oignon et brûlée qui va donner ses goûts et du four. Voilà. Tac. Voilà. Et c'est presque le drapeau équatorien. Oui, il me manque le bleu. Il manque le bleu. Mais à mon avis, il n'y a pas de produits bleus. Je peux goûter alors? Bien sûr. Ah. C'est très tendre, c'est très fin. Et tu sais, c'est la première fois que je mange du porc au chocolat. Et c'est ça qu'on a envie que tu découvres quelque chose de nouveau. Après la dégustation, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la passion d'Alejandra pour la gastronomie. Qu'est-ce que tu aimes transmettre à travers cet art culinaire que tu as? Un message de qu'en Équateur, on a une diversité énorme et qu'on peut être au même niveau que toutes les tables mondiales. Qu'est-ce que ces années en France t'ont apporté dans ton métier de chef? Ça m'a beaucoup aidé à avoir des détails et à avoir du rigueur dans tout ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé pour transmettre ça à mon équipe, d'aller toujours plus loin et de s'exiger plus tous les jours pour qu'on puisse être les meilleurs. Qu'est-ce que tu aimes dans la langue française? C'est comme si on chantait. C'est tellement romantique. J'ai toujours aimé. J'aime beaucoup parce que c'est comme une chanson. Si tu avais un mot en français préféré, ce serait lequel? Fromage. Parce que j'adore les fromages. J'adore. En Équateur, on n'a que 2 types de fromages. Et en France, on avait plus de 500. Et quand je suis revenue, j'étais vraiment triste de ne pas avoir mes fromages. Fromage te manque un peu alors, Oui. en Équateur. Adios. Salut. Merci, salut. Je vous emmène dans le sud de l'Équateur, dans la communauté des Saraguro. Je vais retrouver Samuel Ortega, c'est un chef cuisinier, et avec sa sœur Toa, qui est francophone, ils ont un restaurant et ils ne cuisinent qu'avec des produits équatoriens.
Je vais vous faire découvrir leur gastronomie et aussi les traditions de leur communauté. Saraguro est une petite ville nichée à 2400 mètres d'altitude au creux d'un cirque de collines. Le dimanche est le meilleur jour pour visiter la ville car les Indiens Saraguro viennent de leur village au marché avec leurs tenues noires et leurs chapeaux caractéristiques. C'est ce jour-là que j'ai décidé de rencontrer Toa Ortega, qui a fait ses études en France à Toulouse, et Samuel, son frère, l'un des chefs cuisiniers les plus célèbres du pays. Ils ont ouvert ensemble un restaurant, Chamuico, qui a mis Saraguro sur la carte de la haute gastronomie équatorienne. Bonjour Toa. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour Samuel. Comment vous décririez votre village en quelques mots? Saraguro, c'est ma petite terre magique. Parce qu'on est nous là, la culture Saraguro, avec toutes ces traditions, la gastronomie, l'architecture, la danse, la musique. C'est différent de tout le monde. Et pour toi Samuel? Pour moi, c'est une terre unique, qui a beaucoup d'ingrédients et qui permet de faire connaître la magie de ce terroir, de ce territoire. Pour vous, la cuisine, c'est une manière de faire connaître votre culture? Oui, jusqu'à-là, ça nous a permis de partager avec les visitants tout ce qu'on a. Vous me montrez comment vous élaborez votre cuisine? Oui, bien sûr. On va aller au marché au début, là on va chercher les produits et après on reviendra là chez Chamuico. C'est votre restaurant qui est là? Oui, il est juste là. D'accord. On va marcher alors? Oui, bien sûr. Avec la cagette? Avec la cagette, oui. Tout est frais. Les gens sont très bien habillés aujourd'hui. Oui, c'est dimanche. Dimanche ici à Saraguro, c'est un jour un peu spécial. Les familles sortent en ville, elles viennent à la messe, après ils vont au marché. C'est un jour de rencontre ici en ville. C'est là où le village vit vraiment beaucoup. Oui, le dimanche c'est un jour de rencontre. C'est un jour spécial. Oui. Bon, là on est arrivé au marché et là on marche sur un allée où il n'y a que les productrices de la communauté. Ils cultivent la terre et ils les amènent ici. En fait, Saraguro, ici il y a le village. Et autour du village, il y a 13 communautés indiennes, non? D'accord. Voilà, elles viennent de là. Qu'est-ce que vous allez acheter aujourd'hui alors? Bon, Samuel, la liste. Nous, on a une liste tous les jours. Aujourd'hui, on a besoin de fromage frais. On a besoin d'horchatas. Ce sont des fleurs pour faire une infusion. Besoin de courgettes, courges tendres, petits pois, coriandre et un petit fromage. Et tout est là? Tout est là. Là, c'est le fromage traditionnel frais. C'est fait à la maison chez nous. On masse le fromage frais avec un peu de sel et après on le laisse reposer avec le moule là et avec les feuilles d'achira. Et voilà, et tous les gens de l'Équateur viennent chercher le fromage de Saraguro. Ça a l'air très bon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va encore acheter? Et après, Samuel, qu'est-ce qu'il y a sur la liste? Horchata. C'est des fleurs naturelles du jardin, non? Elles sont très bonnes. Très bon. Et avec ça, on fait une boisson qu'on peut le boire bien chaude, froide. Le fromage, on a les plantes. Qu'est-ce qu'on a encore dans notre liste, Samuel? Dos sambitos. Dos sambitos. Voilà, magnifique. Ça, c'est entre une courge, un petit potiron. Un petit potiron. Voilà, par là. Et on fait de la soupe. Traditionnellement, on fait de la soupe, mais chez Chamuico, on fait des autres choses. Tu vas me montrer tout à l'heure. Hein. Allez, je les mets là. Du maïs frais. D'accord. Voilà. On vient de fêter la fête du printemps, le Pau Carraimi. Et c'est le moment qui commence à sortir les produits frais. Donc tout est frais, les petits pois, les haricots, le maïs, tout est frais. Sambo, tout est frais. Je mets dans la cagette. On a tout? On a tout. On a tout. Saraguro. En cuisine, c'est l'effervescence. Samuel et son équipe sont sur le pont pour offrir à leurs clients une cuisine qui mêle tradition et modernité, tant dans son approche que dans les produits utilisés. En salle, Toa s'active pour amener les plats et rendre leur restaurant le plus convivial possible. Ici se mêlent touristes de passage et population locale. Alors que le service ralentit un peu, je retrouve Samuel en cuisine pour le dessert. Qu'est-ce que tu vas faire comme dessert? Nous allons faire un dessert basé sur le guarango. Le guarango est un ferment du penco, de la plante d'agave. On va utiliser des techniques de France. Dans ce cas, on fait un sabayon. C'est une émulsion de jaune d'œuf. Normalement, on le fait avec du vin. Mais ici,
On le fait avec de la chicha, une boisson locale de maïs fermenté. Saraguro. On a un crumble de biscuits et le guaranjo avec lequel on fait un sorbet. Et ici, on a une gélatine de miel. Le principe, c'est d'unir les idées et les concepts. Ça y est, la recette est finie. L'idéal, c'est de tout prendre en même temps avec le sabayon. Tout prendre en même temps. Sí. Ok. ¿Es un sabor conocido, desconocido por usted? J'ai toutes les nuances de Saraguro dans la bouche. Merci Samuel. Gracias a usted. Merci. Une fois les derniers clients partis, j'ai voulu en savoir plus sur Toa et Samuel et leur relation à cette communauté indigène des Saraguros si importante pour eux. Pourquoi c'est important pour vous de mettre en avant votre culture et votre communauté? Il faut continuer à pratiquer notre tradition. Et il faut le donner comment on dit, un peu d'innovation aussi, pour que ça ne se perde pas. À partir de tout le travail qu'on fait avec mon frère, je pense qu'on peut aider que les gens continuent à vivre la culture, non? À la protéger. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre pays? L'Équateur, c'est unique. Il y a des endroits et des microclimats différents. On a l'Amazonie, la côte, les Andes. Ça, superposé à la culture, à la gastronomie et à la grande variété de produits dont on dispose, je crois vraiment que c'est un pays unique. Quel rapport toi tu entretiens, toi, avec la langue française? J'ai aimé beaucoup votre culture parce que vous faites attention à votre patrimoine, beaucoup, beaucoup. Tout le patrimoine qu'il y a là-bas, c'est incroyable, tous les châteaux, tout ça, j'étais émerveillée par ça. Et quand je suis revenue ici, j'ai dit, bon, nous aussi, nous, on a tout ce patrimoine. On l'a ici, mais on ne fait pas attention, alors il faut faire attention maintenant. Et si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? C'est ça, nous, l'amour à tout, l'amour à ma culture, l'amour à la terre. Et toi, Samuel, tu ne parles pas français, mais est-ce que tu as un mot que tu aimes bien en français? Ratatouille. 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 On peut mélanger des ingrédients locaux de Saraguro et réussir à sentir la France. C'est un peu ça la saveur qui peut émaner de ma tête. L'amour et la ratatouille, ça sonne plutôt bien. Merci à vous deux de m'avoir fait découvrir Saraguro, votre culture. Merci d'être venu à Saraguro. J'espère qu'on se reverra. Oui, à bientôt alors. À bientôt. Pour la dernière étape de notre voyage culinaire en Équateur, on change de climat, on change de température, je vous amène sur la côte pacifique. J'ai rendez-vous avec le chef Rodrigo Pacheco. Il m'attend sur la plage pour me faire vivre, il m'a dit, une expérience unique. J'ai hâte de voir ça. Rodrigo Pacheco s'est formé pendant 4 ans à l'école de cuisine Paul Bocuse de Lyon. Il a travaillé dans les plus grands restaurants en France et dans le monde. Mais Rodrigo a la passion de sa terre, celle de l'Équateur. Il y a 10 ans, il a décidé de revenir dans son pays pour créer la plus grande forêt comestible du monde. Son objectif, réunir l'écologie et la gastronomie. Pour y parvenir, il gère un complexe hôtelier de luxe sur les bords du Pacifique et en même temps, il conçoit avec sa femme un écosystème pour faire vivre la population locale autour de son projet. Il a même construit une école en pleine nature où étudient son fils et les enfants de la région. Pour mieux comprendre sa philosophie et cette passion qui l'anime, je retrouve Rodrigo sur la plage avec un groupe de touristes. Il m'a dit que ce matin, nous partons à la pêche. Salut Rodrigo. Salut. Salut, ça va? Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes venu de loin? Ouais, mais très content d'être là, c'est magnifique chez toi. Merci beaucoup, on va faire la pêche ensemble? Oui, bonjour. Ça va? Ça va. On y va. Muy bien, on y va. C'est parti. Toi, tu pêches souvent? Oui, presque tous les jours. C'est comme ça qu'on obtient les produits pour les restaurants. Alors Rodrigo, comment ça s'organise la pêche? On va utiliser un filet de 150 mètres qui vient dedans cette caisse. Et à la main, entre deux personnes, on va rentrer, on va faire un aller-retour en calculant bien la distance. Et ensuite, entre deux équipes, on va tirer et on va essayer de capturer les poissons qui restent au milieu. On regarde la mer, on voit l'écume blanche et là, on essaye de trouver un côté jaune sur cette eau blanche.
Et là où il y a la couleur jaune, c'est là où il y a les poissons. Les pêcheurs qui sont là, c'est des pêcheurs du village. Oui, c'est des pêcheurs du village, c'est l'équipe qu'on a entraînée. Les 100% de mon équipe à Boca Valdivia, c'est des gens qui n'ont pas fini l'école primaire. Donc toi, il y a un côté social aussi dans le projet. Toujours. C'est un ingrédient important. Côté social, côté ambiental, c'est comme le sel et le poivre. Pas mal. C'est dur. Ah oui, on en a! Génial! Rodrigo, on a assez de poissons? On a assez de poissons pour aujourd'hui. On prend juste ce qu'on a besoin. D'accord. Bon, on y va alors. Vamos. Allez, vamos. Hop, allez. Yvan, maintenant, on va se changer, on va se mettre les chaussures. D'accord. Et on va faire un parcours à travers la forêt comestible la plus grande du monde. On va avoir l'opportunité de rentrer et de pouvoir rencontrer l'essence de ce projet. Super. Tu fais souvent ça avec les touristes, ce parcours? Oui, je fais ce parcours avec les touristes. On fait la cuisine pour 12 personnes maximum pour ne pas dégrader les écosystèmes. On obtient presque 100% de produits pour faire les menus dégustation avec l'équipe. En fait, que les gens qui viennent manger chez toi comprennent d'où viennent les aliments. Pour nous, c'est très important de créer cette connexion entre les humains et la nature à travers la cuisine. Ici, c'est mon histoire. C'est ça, quand j'étais arrivé de la France. Et maintenant, c'est ça. Cuidado la cabeza. Ça, c'est un plat préhistorique où on mange ça. Ça se mange? Oui, ça se mange. Ok. Et tu t'en sers, toi, dans ta cuisine? Oui, bien sûr. Bon, on s'en sert. Tu as appris toutes les plantes? Pas toutes, mais ça me prend toute la vie. Ah, voilà le restaurant au cœur de la forêt. Oui, c'est une table simple, mais où on garantit de la haute cuisine. De la fraîcheur. Et de la fraîcheur. Alors, quels sont les ingrédients de ta recette, Rodrigo? Les ingrédients, on va utiliser les caviars de la terre, l'amarante noire, la quinoa noire, l'amarante blanc, et aussi la quinoa rouge. Et ce qu'on va faire, c'est faire un mélange avec ces caviars, très très fraîches, très légers. On va utiliser des herbes et des fleurs aromatiques, et on va accompagner ça avec les poissons, la lisa qu'on a pêché ce matin, qu'on va cuire juste avec un peu d'huile d'olive à la pierre volcanique avec du sel et un coup de citron. On va ajouter les herbes que... Si tu as besoin d'aide, tu me dis. Hein. Ok. Je suis pas sûr d'arriver à faire ça en fait. Ok, donc ça c'est un. Qui c'est qui t'a appris la cuisson? La grande chef qui m'a appris la cuisson s'appelle Mercedes Eraso, c'est ma mère. C'est elle qui m'a appris la délicatesse et l'amour qu'il faut ajouter au moment de faire la cuisine. Et c'est ça un ingrédient et une technique que des fois c'est oublié. Vous pouvez manger ça. C'est vrai? Si, c'est le même poisson. Oui, mais... Sauf qu'ils sont frits, déshydratés et saupoudrés avec de piment. Tout Porto Cayo est là. Vamos. Pourquoi, Rodrigo, pour toi, la cuisine est un engagement? Parce que la cuisine représente une partie l'âme humaine. Et cette capacité qu'on a les humains de transformer les produits, ça fait que la cuisine soit quelque chose de très spécial. Et si on ajoute à cet art la capacité de transformer positivement la vie des gens, de notre équipe, de notre communauté, la santé des écosystèmes qui sont autour de nous, là on a créé une cuisine régénérative, une cuisine qui est capable de reconnecter des paysages et des cultures. Que représente pour toi la cuisine équatorienne? La cuisine équatorienne, pour moi, représente la biodiversité.
parce qu'on habite dans un pays où on représente les 0,2% de la surface de la Terre, mais on accueille les 10% de toutes les espèces végétales de la planète. Et ça veut dire quelque chose en termes de biodiversité. C'est pour ça que pour moi, la cuisine équatorienne a une signature, et c'est la biodiversité. Quel est ton rapport avec la langue française? À mon avis, c'est une clé qui me permet d'ouvrir des portes très importantes dans ma vie, pour trouver dans cette porte des connaissances très très importantes, pour trouver et pouvoir découvrir une culture très riche. Et la langue, pour moi, c'est aussi une façon de transporter avec moi ces petits morceaux qui sont restés dans mon corps de respect de la culture française. Si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Cuisine, je pense, parce que c'est le mot qui représente le clé, les premiers mots que j'ai appris. Et ça est devenu mon guide pour mon parcours après. Merci beaucoup, Gracias. Rodrigo, de m'avoir fait vivre cette expérience. C'était unique pour moi en Équateur. J'ai bien aimé de faire la cuisine pour toi. J'ai de la chance. J'espère que ce voyage culinaire en français en Équateur vous a plu et surtout qu'il vous a donné envie de découvrir ce pays, sa cuisine et ses francophones. On se retrouve nous très bientôt pour une nouvelle destination sur la planète francophone. Allez, salut!